Apprendre JavaScript en 1 heure, c'est presque possible et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Hello, c'est Melvin et je vais t'enseigner JavaScript en 1 heure seulement. Au programme de cette vidéo, on aura une introduction suivie du tutoriel JavaScript principal. Dans cette introduction, on va s'intéresser au sujet suivant. On va d'abord s'intéresser à la popularité actuelle de JavaScript, puis à l'utilisation de JavaScript, qu'est-ce qu'on peut faire avec JavaScript et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire après cette vidéo. On va connaître l'histoire de JavaScript, pourquoi il a été créé, etc. Suivi de l'explication des différents runtime JavaScript. C'est un mot que je vais pas mal utiliser dans la vidéo, c'est pour ça que c'est important de regarder cette introduction. Et finalement, qu'est-ce que c'est ECMAScript par rapport à JavaScript, quelle est la différence et à quoi ça sert. Et en point 6, on fera le tuto JavaScript en 1 heure où on verra tout ce qu'il faut que tu saches pour avoir les bases de JavaScript. Sans plus tarder, c'est parti. Hop là, je tiens aussi à te dire que ce tutoriel est vraiment inspiré de ma formation Begin JavaScript et tu vas pouvoir retrouver des cours gratuits dans la description qui vont te permettre de pratiquer via ma plateforme de formation où tu retrouveras des quiz, des playgrounds, des vidéos, vraiment une expérience que je te propose de vivre en cliquant dans le premier lien dans la description. Premier graphique intéressant, c'est la popularité des langages en fonction des années. Donc ici, on a 2019, 2020, 2021 et 2022 et 2023. Et depuis 2023, le langage troisième le plus populaire, c'est Java, suivi ensuite de Python. Et le premier qui est le plus populaire depuis 2019 jusqu'en 2023 et pour l'instant pas détrôné, c'est JavaScript. JavaScript peut être utilisé dans de nombreux cas. Le premier, c'est pour faire du web et c'est l'utilisation principale de JavaScript et c'est même la raison pour laquelle il a été créé au départ. Mais avec JavaScript, on peut aussi faire des applications mobiles avec notamment Ionic ou React Native. Mais c'est pas tout. On peut totalement faire des back-ends pour le web ou pour des applications mobiles avec Node.js et même des autres trucs comme des outils avec l'IA ou des outils avec le Web3 ou même des applications comme Discord. Il faut savoir que le JavaScript a été créé à une époque où les sites n'étaient pas interactifs. Il ressemblait à ça et tout ce qui faisait d'un site un site, c'était des liens hypertextes que tu vois ici en bleu qui permettaient de changer de page. En 1995, le navigateur le plus populaire, Netscape, a voulu ajouter de l'interactivité. Et c'est à ce moment que Brendan Eich a créé ce premier langage de scripting en uniquement 10 jours. Et au début, il s'appelait Mocha. C'était son nom de code, puis au fil du temps, il a été intégré à Netscape sous le nom de LiveScript et a finalement été renommé en JavaScript pour profiter de la popularité du langage Java. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'au début, JavaScript était créé ni pour le mobile, ni pour le back-end, ni pour le reste, mais uniquement pour le web. Autant dire que ça a bien changé parce que maintenant en JavaScript, il est possible de faire ce genre de jeu ou même des applications comme Discord ou VS Code. Parlons un petit moment des runtime. Où est-ce que peut s'exécuter JavaScript? À l'époque, JavaScript ne pouvait que s'exécuter du côté client, ce qui correspond au navigateur. Mais depuis, il y a eu des runtime JavaScript. Les runtime JavaScript, tu peux les imaginer comme des lieux, des salles de concert. Alors que JavaScript, c'est une sorte d'artiste. Un artiste, il peut jouer dans plusieurs salles de concert, et notamment deux qu'on va parler ici. La première, c'est Noodles, qui est le runtime Node.js, et le deuxième, c'est V8 Street, qui est le runtime V8. Chacun de ces lieux, salles de concert, possède des règles différentes, mais dans les deux endroits, c'est toujours JavaScript qui est le cœur du langage et c'est toujours le même artiste. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a deux runtime principales. Le premier, c'est Node.js et le deuxième, c'est V8 avec Chrome ou JavaScript Core pour Safari. V8 et JavaScript Core permettent de créer des applications web et ils exécutent du JavaScript directement dans une page web. Ils auront notamment l'accès au DOM pour interagir avec les éléments de la page web, accès à Windows, accès à Navigation pour changer du... Et le deuxième runtime, c'est Node.js. Et la différence, c'est que lui, il va pouvoir exécuter du JavaScript sur n'importe quelle machine, comme Windows, Linux ou macOS. On aura notamment le fait de pouvoir créer une API REST, automatiser des tâches, gérer des dépendances, tout ça, on le verra après. Avant de commencer à coder,
Parlons juste de ECMAScript. ECMA, c'est une organisation internationale qui va écrire des normes pour le langage JavaScript. C'est-à-dire qu'au début, ECMA, il définit les nouveautés. Par exemple, on peut le voir ici, depuis ECMAScript 3, on peut faire try catch, switch et do while, ce qui n'était pas possible dans ECMAScript 2. ECMAScript va juste décrire des normes et ensuite les runtime, ce qu'on a vu juste avant, comme V8 et Node.js, ils vont implémenter ces normes dans leur runtime, dans leur environnement. Et finalement, toi, en tant que développeur, tu vas pouvoir utiliser ces mises à jour afin d'utiliser, comme on l'a vu juste ici, do while ou JSON, stream.trim, etc., etc. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, on va créer notre premier script en moins de 5 secondes. Pour ça, tu peux aller sur ton navigateur et ouvrir n'importe quelle page comme celle de Google et faire clic droit suivi du Inspect. Quand tu vas cliquer ici, tu vas ouvrir l'inspecteur d'éléments que tu vois juste ici qui permet de voir comment est codée la page web. Mais si tu cliques juste ici, tu verras qu'il y a un menu qui s'appelle Console. En cliquant sur Console, tu verras ce petit menu et ici, en fait, tu peux déjà faire du JavaScript. Par exemple, je peux faire console.log de 4 plus 4 et tu vois qu'il m'affiche 8. Et donc, le code que je viens d'écrire ici vient d'être exécuté. Je pourrais aussi afficher une alerte en écrivant alerte, une erreur, enter et tu vois qu'ici, il y a une alerte Chrome qui vient de s'afficher directement sur ma page web. On pourra afficher aussi des console logs pour par exemple dire qu'il y a eu une erreur en faisant console.error et tu vois que ça m'affiche comme quoi il y a une erreur ou même console.warn pour afficher des warnings dans notre console JavaScript. Tu vois que c'est vraiment super simple de commencer avec JavaScript. Il te suffit d'ouvrir l'inspecteur d'éléments. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est de créer notre premier vrai projet et pour ça, il va falloir installer VS Code et Node.js. Pour installer VS Code, tu peux écrire VS Code dans la barre de recherche et cliquer sur le premier lien juste ici. Ensuite, en cliquant sur le gros bouton bleu ici, tu vas pouvoir télécharger VS Code ou avec la petite flèche, télécharger VS Code en fonction de ta version. Une fois que c'est fait, tu devrais être capable d'ouvrir VS Code et tu verrais cette page de démarrage normalement. Le deuxième outil important à télécharger, c'est Node.js. Tu peux encore une fois taper Node.js dans la barre de recherche, puis cliquer sur le premier lien. Et ici, tu pourras télécharger celui-ci qui est le Recommended for Most Users qui est largement suffisant. Si t'as pas la même version que moi, il n'y a aucun souci, télécharge la dernière version. Une fois que c'est fait, tu pourras ouvrir ton navigateur de fichiers et créer un nouveau dossier qui s'appellera par exemple First.js Project. En ouvrant VS Code, tu vas pouvoir prendre le dossier First.js Project et le drag and drop dans VS Code. Tu vois qu'ici, il y a un petit bouton plus et tu n'as plus qu'à lâcher la souris et tu vois qu'ici, ça m'a ouvert mon projet JavaScript directement dans VS Code. Pour créer notre premier script JavaScript à exécuter dans le navigateur, on va venir ici cliquer sur le bouton pour créer un nouveau fichier et on va y créer index.html. Dans ce index.html, sur VS Code, tu peux utiliser le point d'exclamation puis Enter pour créer la base d'un site web comme je le fais juste ici. Ensuite, on va créer un petit H1 pour vérifier en écrivant First.js Project. Une fois que ça c'est fait, pour simplifier la démonstration, tu peux aller dans les extensions ici et taper Live Server. Tu peux télécharger la première extension qui apparaîtra, qui s'appelle Live Server par ReTweakDay et tu vas pouvoir la télécharger en cliquant sur le bouton Install. Une fois que c'est fait, dans ton fichier index.js, tu vas pouvoir trouver en bas un petit bouton qui s'appelle Go Live. En cliquant sur Go Live, ça va créer un serveur à l'URL que tu vois juste ici. Chez moi, c'est 5500 et tu vas pouvoir aller dans Google Chrome pour taper localhost 2.5500. Et quand tu fais Enter, tu vois qu'à l'URL localhost 2.5500, on tombe sur notre First.js Project. Ici, on va encore une fois faire clic droit, puis Inspect, ce qui va nous ouvrir l'inspecteur d'éléments ici. En cliquant sur Console, on va avoir notre console.
Ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que moi, je vais cliquer sur les 3 petits points pour afficher la console en dessous et je vais lui faire venir prendre toute la place. Ensuite, je vais lier mes 2 pages afin de pouvoir voir la preview de la console juste à côté de mon code. Ce qui nous permet ici de voir le résultat de notre code juste ici et de pouvoir coder notre projet ici. Grâce au live server que je t'ai fait créer, maintenant, si j'ajoute un paragraphe ici, par exemple Melvin, et que je sauvegarde, tu vois que automatiquement, ça a ajouté Melvin. Dès que tu fais des modifications dans le script ici, ça modifie automatiquement le résultat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter du JavaScript. Et pour faire ça, dans Body, on va pouvoir ajouter une balise script en utilisant le tag script. Et à l'intérieur, ici, on est en train de faire du JavaScript. C'est pour ça que si ici, je fais console.log Melvin, et tu peux voir que là, dans la console, qui est juste ici, on peut voir qu'on a bien la log Melvin. On peut évidemment faire notre premier script qui va s'appeler Hello World comme tous les projets du monde. Prenons un petit moment pour comprendre ce qu'on a fait juste ici. On a créé un fichier index.html. Ce fichier décrit la base qu'il faut faire pour faire un fichier HTML avec notamment ce qui est dans head et ce qui est dans body qui va être le corps de notre page. Dans body, on a fait un élément HTML tout simple ici, first.ggg project, et à l'intérieur, on a créé un script. Tout ceci, c'est du HTML et je ne vais pas plus en parler que ça dans cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur JavaScript. Dans ce script, ici, on peut littéralement tout faire. On peut créer des commentaires en faisant / ici mon commentaire. Tu vois que ce code ne sera pas affiché dans la console qui est juste ici. Contrairement à si j'affiche mon commentaire comme ça, tu verras que là, je vais avoir une erreur parce que je ne peux pas écrire n'importe quoi dans du JavaScript. On va pouvoir aussi, encore une fois, faire des calculs. 4 plus 4, c'est égal à 8, ou 4 divisé par 100, qui va être égal à 0,04. Le problème, c'est qu'ici, on fait tout dans le même fichier et tu vas vite comprendre que c'est pas pratique. C'est comme si un restaurant n'avait pas de séparation entre la cuisine et la salle à manger. C'est-à-dire que tu mangerais dans la cuisine. C'est assez problématique et nous, en JavaScript, on a envie de séparer correctement les choses. C'est pour ça que dans l'Explorer, ici, je vais venir créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.js. Et ici, on fait notre premier fichier JavaScript. Dans ce fichier JavaScript, on va pouvoir déplacer ce qu'on a fait dans le fichier index.html. Donc ici, je prends tout ce qui était dans script et je le déplace dans le fichier index.html. Maintenant, tu peux le voir, quand ici, je sauvegarde le fichier index.html, on n'a plus les consoles qu'on avait précédemment. Alors que nous, on a envie que notre fichier HTML y soit lié à notre projet qu'on a fait jusqu'ici. Pour faire ça, on va venir importer le fichier index.js dans index.html. Pour faire ça, on va créer une balise script, mais cette fois, au lieu de faire le corps de la fonction comme on l'avait fait juste ici, on va venir ajouter ici une propriété à notre script en faisant src est égal, et là on va écrire /, ça permet de référencer notre propre projet qui est juste ici. Et là, tu vois que VS Code est assez cool parce qu'il t'affiche des aides. Et là, on va écrire index.js. Et quand tu sauvegardes, boum, tu peux voir que maintenant il y a Hello World et 0.0,04. Et tu peux voir que c'est précisément le contenu qu'on a fait dans le fichier index.html. C'est ce qu'on appelle la separation of concern. Maintenant, il faut savoir que JavaScript est de loin pas uniquement fait pour être exécuté sur un navigateur. Si tu ouvres un nouveau terminal, comme je viens de le faire ici, tu devrais pouvoir écrire Node-V. Node, c'est Node.js, l'outil que je t'ai fait installer en début de vidéo. Node.js, il va nous permettre d'exécuter notre script, mais au lieu que ce soit dans le navigateur, comme on l'a fait jusqu'ici avec le runtime V8, cette fois, on va exécuter notre script directement sur notre ordinateur dans un terminal que tu vois juste ici. Pour faire ça, il va déjà falloir te rendre dans le dossier du projet. Pour trouver où est le projet, tu peux faire clic droit sur le fichier index.js et faire copy path. Et dans ton terminal, écrire cd et là, écrire le path
qu'on a copié, ce qui va t'amener directement dans le bon projet. Et tu vois qu'ici, on a le fichier index.js. Et pour exécuter le fichier index.js, ce que tu peux faire, c'est node index.js. Et tu vois qu'ici, on a exactement le même résultat qu'on a eu avant dans le navigateur, c'est-à-dire hello world et 0,04 qui représente la division qu'on a fait juste ici. Mais VS Code a tout pensé pour toi. Tu n'as pas besoin d'utiliser un terminal. Tu peux directement venir dans VS Code et en haut, tu trouveras le menu terminal. Et tu peux cliquer sur New Terminal, ce qui va t'ouvrir directement le terminal dans VS Code, ce qui te permet de faire node.index.js directement dans VS Code et ça c'est super pratique. Personnellement dans la vidéo, je vais déplacer ce terminal à droite, comme je viens de le faire ici, parce que ça me permet d'avoir plus de place pour coder juste ici et de pouvoir te montrer le résultat à droite plus simplement. Maintenant, on va s'intéresser aux variables. Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de variables en JavaScript. La première famille, c'est les types primitifs, avec string, number, boolean, null, undefined, big int et symbol. Le deuxième type de variable, c'est les types de référence, avec object, array et fonction. En sachant que les arrays et les fonctions ne sont que des objets. On verra ce type juste après, mais on va déjà s'intéresser au type primitif. Pour déclarer une variable en JavaScript, on va pouvoir utiliser le mot-clé let suivi du nom de la variable. Par exemple, myVariable. Et ici, on va pouvoir lui associer une valeur comme 10. Une fois qu'on a fait ça, on vient de créer une variable qui contient la valeur 10. Ici, je vais pouvoir faire console.log en écrivant un label ici dans une string suivi de myVariable. Et tu vois que quand je vais lancer mon script juste ici, on voit variable de point 10. Ce qui montre bien que myVariable contient la valeur 10. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que je vois une variable. C'est vraiment comme une boîte. Cette boîte, elle va pouvoir contenir des données. Un nombre, une string, des booléens, etc., etc. Pour déclarer une variable, pour créer une nouvelle boîte dans laquelle on va pouvoir mettre des données, et bien on va faire let. Tu peux imaginer let comme l'instruction de je viens de créer une boîte. Ensuite ici, le nom age, c'est comme si on nommait la variable, on labellisait la variable avec le mot age, et ensuite on met dans cette boîte avec le signe égal la valeur 12. En faisant console log de age, c'est comme si on venait récupérer la valeur qui est dans cette boîte, tchouk, c'est-à-dire le 12 qui est juste ici, et on vient l'afficher, on vient l'utiliser. Et cette boîte, maintenant, le mot age, il représente vraiment la valeur 12. C'est juste qu'on a enfermé cette valeur 12 dans une boîte. On peut modifier la variable dans cette boîte en faisant age est égal à 13, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, il n'y a plus le mot-clé let, comme on avait avant. Maintenant, il est plus ici, parce que la boîte est déjà créée. Et le mot-clé let permet de créer une boîte. En l'occurrence, on n'a pas besoin d'en créer une, c'est pour ça qu'on va direct faire age est égal à 13. Puis finalement, on va pouvoir faire console.log de age afin d'afficher la nouvelle valeur. Et c'est ce qu'on voit juste ici, c'est-à-dire que ici, variable est égal à 10. Maintenant, je peux faire myVariable est égal à 100. Et si ici, je raffiche variable avec myVariable pour connaître la donnée qui est à l'intérieur, et ben tu peux voir que la première fois, ça affiche 10 et la deuxième fois, ça affiche 100. Si ici, j'essayais d'afficher let à cet endroit, tu vois que j'ai une erreur dans VS Code et si j'essaie d'exécuter mon script, je vais avoir une grosse erreur parce que tu peux pas recréer une boîte qui a déjà été créée avec le même label. Par contre, je peux créer une nouvelle boîte ici en faisant let myVariable 2 et là, c'est comme si je crée une nouvelle boîte et donc à ce moment-là, il n'y a aucun souci à log cette variable. Maintenant, au début, je te parlais des types qui sont juste ici. Et pour connaître le type d'une variable, on peut utiliser le mot-clé type of suivi du nom de la variable, comme ici, myVariable, que je vais renommer âge pour que ce soit un peu plus simple. Tu vois que maintenant, quand je fais node index.js, eh ben, on peut voir que variable, le type, c'est number, parce que ici on a mis 10.
Mais en JavaScript, les types sont dynamiques, c'est-à-dire que je peux aisément changer le type de âge en mettant par exemple Melvin. Et ici, si je refais un console log du typeof, eh ben tu peux voir que au début, la variable était de type number, mais je peux le changer de type en mettant le type string, comme je viens de le faire juste ici. Finalement, pour nommer les variables, on utilise ce qu'on appelle le camel case. Et si je voudrais renommer cette variable, tu peux faire clic droit dessus et aller sur rename symbol. Et ici, tu vois, je vais pouvoir l'appeler my age. Et la notion de camel case, c'est le fait de mettre chaque nouveau mot, délimiter chaque mot avec une majuscule. Donc ici, le premier mot, c'est my, suivi de age, et c'est pour ça que age prend une majuscule, et la première lettre de notre variable ne prend pas de majuscule. Ici, je fais Enter, et tu vois que ça a renommé chacune de mes variables ici, 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 avec mon nouveau nom. Mais en JavaScript, on peut utiliser une autre manière de déclarer une variable, c'est les constantes. Pour créer une constante, à la place d'écrire let, ici, on va utiliser le mot-clé const. Et à ce moment-là, c'est comme si on créait une boîte, mais cette fois, la boîte n'a pas d'entrée, elle est fermée, elle ne peut plus être modifiée. Et c'est pour ça que ici, quand je déclare une variable 10, eh ben, il n'y a rien qui change. Si je lance le script, ça affiche toujours 10. Mais si j'essaie de changer le type ou la valeur de ma variable en mettant par exemple Melvin, comme je l'ai fait avant, et ben là, il y aura une grosse erreur dans notre script parce que on ne peut pas assigner une constante avec une nouvelle valeur. On peut uniquement le faire une seule fois lors de son initialisation qu'on voit juste ici. Pour reprendre nos boîtes, en fait, quand tu crées une constante, ça crée une boîte orange comme je l'ai fait ici. Et c'est comme si l'entrée était fermée. Et c'est pour ça qu'au moment où je vais essayer de faire âge est égal à 13, je vais avoir une erreur parce que l'entrée est fermée, donc je ne peux pas mettre de nouvelles données dans ma variable. Avant de passer au type de référence avec les schémas suivants, je tiens à t'informer que tous les schémas que j'utilise dans cette vidéo viennent de mon cours Begin JavaScript que tu peux retrouver totalement gratuitement dans la description, qui te permettra de revoir ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, mais surtout de pratiquer avec des exercices comme je l'ai fait ici, afin de ne pas juste regarder une vidéo. Tu vas pouvoir pratiquer, effectuer des quiz pour vérifier tes connaissances et faire des projets, des exercices directement dans ton IDE, comme tu peux le voir ici, ce qui va te permettre d'apprendre correctement à utiliser JavaScript. Tu peux récupérer les cours que je te montre ici, où je vais te présenter ma méthode, les variables, les numbers, les conditions, les fonctions et plein d'autres choses directement sur le premier lien dans la description. Parlons maintenant des types de références. Les types de références, c'est les objets, les arrays et les fonctions. On va commencer avec les objets. Tu vois qu'ici, je peux déclarer un objet avec, par exemple, on va l'appeler user. Et user, il va avoir des propriétés. Et ici, les propriétés, on va par exemple mettre name avec Melvin, âge avec 42, et puis c'est déjà suffisant. Cet objet, c'est un type de référence et on va le comprendre juste après, mais tu vois qu'ici, je peux faire console.log de user. Et ici, quand je fais node.index.js, tu peux voir que ça va afficher mon objet. Pour récupérer des propriétés de notre objet, on va pouvoir utiliser user et ici, la dot notation. La dot notation, c'est le fait d'appuyer sur point. Et ici, tu vois que les propriétés que contiennent mon objet s'affichent dans VS Code juste ici. Et on va pouvoir faire .age ou .name. Et tu vois que si ici je fais console.log user.name et que je console log, tu vois que ça affiche bien Melvin. C'est-à-dire qu'on a récupéré la valeur qui est à l'intérieur de mon objet pour l'afficher ici. Si on appelle ça des objets, c'est parce que c'est un peu comme dans la vraie vie. Je peux créer une variable bottle et à l'intérieur définir color par exemple blue, comme ma bouteille est bleue. Le volume de ma bouteille, je pourrais dire que c'est 500 ml et le matériel, je pourrais dire que c'est du plastique. Et donc ici, c'est un objet qui décrit quelque chose, qui décrit une bouteille. Cet objet, une fois que je l'ai créé avec cette syntaxe, je vais pouvoir afficher les données qu'il contient en faisant console.log de bottle. Et quand je fais ça et que j'affiche mon script, tu vois que ça m'affiche color blue, volume 500, matériel plastique. On a toutes les données nécessaires. Je peux venir récupérer une seule des données, par exemple le volume, en faisant la dot notation avec point. On a toutes les propriétés qui s'affichent et je peux sélectionner volume. Et là, quand je lance le script, on peut voir que ça m'affiche 500, ce qui représente la variable qui est ici. Et ici, c'est une variable comme une autre, c'est-à-dire que je peux la multiplier par
faire 100 par exemple. Et là, quand je vais exécuter mon script, et ben cette fois, je vais afficher 50 000 et donc je peux venir manipuler cette variable. On peut aussi utiliser la bracket notation qui se représente avec des brackets comme on le voit ici. Et à l'intérieur, on va pouvoir taper dans une string la clé. Parce qu'en fait ici, c'est des propriétés qui sont définies avec des clés. C'est-à-dire que là, color, c'est une key et blue ici, c'est la valeur. C'est toujours un mélange entre key, value. Et value, ça représentera une des valeurs primitives ou une des valeurs de référence ici. Ici, je peux faire bottle en mettant par exemple la clé volume, comme on l'a fait jusqu'ici. Et là, quand je vais faire node-index.js, ça m'a affiché 500. Donc encore une fois, la bonne donnée qui représente le volume que j'ai affiché juste ici. Généralement, on va privilégier la dot notation. Cette notation est utile uniquement si j'ai une variable. Par exemple, ici, j'écris key est égal à volume. Et ben, je vais pouvoir utiliser cette clé directement dans la bracket notation. Et ici, tu vois que ça fonctionne. Alors que si je veux faire bottle dot key, ça va pas fonctionner parce qu'ici, il comprend pas que j'essaie de récupérer la variable qui est ici. Il va essayer de trouver une valeur ici qui s'appelle key. Et donc, tu vois qu'ici, ça m'affiche undefined. Et undefined, ça représente comme quoi il n'y a pas de valeur, comme quoi on n'a rien trouvé pour la clé key. Le deuxième type d'objet de référence le plus connu, c'est les tableaux. Ici, je vais pouvoir créer, par exemple, un tableau qui va s'appeler colors. Et à l'intérieur, je vais pouvoir, avec des brackets ici, créer un nouveau tableau. Et à l'intérieur, mettre des valeurs. Par exemple, blue, red et yellow. Et tu vois qu'ici, ça me crée ce tableau avec ces différentes valeurs. Encore une fois, je vais pouvoir console log le tableau color. Et ici, tu vois que ça m'affiche blue, red et yellow. Et cette fois, si au début, je t'ai dit que les types de référence étaient tous des objets, c'est parce que color, ce tableau, est aussi un objet. En fait, c'est un objet qui a comme clé des nombres. Si ici, j'essaie de créer la duplication de cet objet avec la syntaxe des brackets qu'on voit juste ici, eh ben, ça représenterait ceci. C'est-à-dire que pour chaque élément de notre tableau, on vient associer comme clé un nombre. Ici, j'ai utilisé une string, mais en fait, tu peux totalement utiliser des nombres aussi. Et donc, ici, mon colors, tu l'as compris, pour récupérer une des variables, eh ben, je pourrais essayer de faire dot 0, mais ça va pas marcher. Parce qu'une variable en JavaScript ne peut pas commencer par 0. Ça, je te l'ai pas montré parce que c'est pas le plus important, mais tu vois que si ici j'écris 0, salut, ça marche pas. Les nombres ne peuvent pas être en premier dans la déclaration d'une variable. C'est pour ça qu'ici, pour récupérer l'élément 0, je vais utiliser les crochets en français et je vais pouvoir utiliser 0. Et tu vois qu'ici, quand je fais colors de 0, eh ben, ça veut dire que je vais récupérer colors à l'index 0. Tu vois qu'ici, ça m'affiche bien blue. Parce que en JavaScript, encore une fois, les index fonctionnent comme ceci. Ils commencent par 0 et ensuite il y a 1 et ensuite il y a 2 comme tu le vois ici. Mais c'est exactement comme si j'avais créé un objet qui avait comme clé des nombres et ici tu vois que je peux faire colors objet avec comme clé 0 et là tu vois que si j'exécute index.js, eh ben j'ai toujours blue, ça n'a rien changé. Voilà un peu pour ces informations concernant les objets et les tableaux. Ce qui est le plus intéressant et ce qu'on va s'intéresser longtemps à partir de maintenant, c'est le fait qu'on puisse modifier les objets malgré qu'on utilise une constante parce que c'est des types références. Tu vois qu'ici je peux faire colors de 0 est égal à green. Et si ici je fais console.log de colors et je le fais une fois avant et une fois après ma modification et que je lance le script, au début mon tableau il commence par blue et la deuxième fois j'ai modifié l'élément qui est à l'index 0 en mettant green et c'est pour ça que maintenant ça commence plus par blue mais par green. Et c'est super intéressant parce que ici on a déclaré une constante mais en fait on peut modifier cette constante. Et pire encore, en fait on n'a pas modifié l'objet color, c'est-à-dire que l'objet color initial c'est exactement le même ici que ici. Parce que tout ce qu'on a modifié, c'est les propriétés, c'est les valeurs de cet objet. Mais vu que cet objet est de type référence, on modifie pas l'objet en lui-même. Et là, avant de te perdre et que tu quittes cette vidéo, on va s'intéresser au type de référence avec les schémas que j'ai fait juste ici. Ici, on peut voir qu'on a une constante name qui contient un tableau avec 4 propriétés, Melvin, Jean, Patrick et Joseph. En fait, ici, name, ça représente l'adresse. C'est-à-dire le nom de notre tableau, ça représente l'adresse de notre tableau. Tu peux imaginer une barrette de mémoire. Ici, c'est une barrette de mémoire qui est stockée dans ton ordinateur. Et name, ça représente l'emplacement précis de notre tableau. Et ici, on pourrait imaginer que son adresse, c'est A3. Du coup, ici, on peut venir chercher A, donc la première ligne, puis
3. Et là, on se rend compte que c'est le troisième élément et A3, ça représente ce carré. Et on peut imaginer qu'à l'intérieur de ce carré, ici, il y a notre variable name qui est juste ici. Et si je te dis que c'est une adresse, c'est parce que on pourrait s'imaginer un pâté de maison qui s'appelle JavaScript Land. Et JavaScript Land, il possède des maisons et chaque maison, c'est une référence, c'est une adresse, comme je te l'ai montré depuis ici. Et ici, on a le chemin du grand B et le chemin du grand A. On a vu que name était à l'adresse A3. C'est pour ça qu'on va venir dans le chemin du A et chercher la troisième maison. 1, 2, 3. Et maintenant, on comprend que la maison name, elle est juste ici. La variable name, c'est la référence que j'ai fait juste ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand je modifie une des variables. Par exemple, ici, je fais name de 1, donc je viens modifier le premier élément de notre tableau. Donc, je viens modifier le deuxième élément de notre tableau parce qu'on se rappelle que les index commencent par 0. En modifiant le 1, je modifie le deuxième élément. Et ici, je vais l'assigner à je change tout. En fait, ici, je suis pas en train de modifier la variable name. Ça reste une constante, elle n'a pas modifié. Ce que je modifie, c'est la référence et en fait, la référence reste la même. C'est-à-dire que maintenant, name, avant, c'était Melvin, Jean, Patrick et Joseph et maintenant, j'ai changé l'index 1, c'est-à-dire celui de Jean avec je change tout juste ici. Ce que je viens de faire, c'est que le tableau est resté le même. J'ai juste modifié un des éléments du tableau. Ce qui fait que maintenant, quand je viens prendre notre tableau, c'est comme si quand je fais ça, contrairement à la maison initiale, qui est juste ici, j'avais modifié la couleur de la fenêtre en violet. Tu vois que malgré que la maison, maintenant, elle a une fenêtre en violet, contrairement à avant, ça reste la même maison, à la même adresse. Et c'est ça le type de référence. C'est que l'adresse de notre maison, elle ne change pas. Elle reste identique à avant. Mais on modifie juste les propriétés de notre maison. Je vais te montrer un cas concret de ce que je t'explique depuis avant. Si je supprime ceci et que je garde color. Si ici, je fais par exemple une nouvelle variable qui va s'appeler const saved color et qui va être égale à color. Ok ? Saved color est égal à color. Ici, ce que je viens de faire, c'est que je viens pas de dupliquer la variable, je viens uniquement de copier sa référence. C'est comme si ici, je déclarais une variable qui s'appelle const save the name qui contient names. Mais vu que names, ça représente l'adresse A3, c'est comme si j'avais copié l'adresse A3 dans saved name et saved name, il correspond toujours à notre maison qu'on a fait juste ici. Donc, la maison à l'adresse A3. Ça a vraiment rien changé. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que si ici, je modifie colors de 0 avec green, la question c'est quelle est la valeur de saved color et quelle est la valeur de colors. Pour log, tu remarqueras que j'utilise la syntaxe ici avec des brackets, avec des crochets pour afficher le nom des variables. Tu verras, ça rend assez joli. Quand ici, je lance index.js, tu peux voir que saved color et color possèdent les mêmes valeurs. Alors, même que j'ai modifié que colors. Et là, je te laisse 2 secondes pour essayer de réfléchir. Pourquoi est-ce que ça arrive, ceci? La réponse, c'est que vu que j'ai copié la référence dans saved color, ici, je modifie la référence de saved color avec green. Ici, je modifie la référence de color. Mais vu que saved color est une copie de la référence de color, lui aussi est modifié. Et c'est pour ça que les deux sont modifiés. Et maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je compare saved color complètement égal à colors? Et ça, c'est une question super intéressante, en sachant que je t'ai pas encore présenté le triple égal ou le double égal, mais ça permet de faire des conditions en JavaScript. Si ici, je lance le script, tu peux voir que les deux sont complètement égales. Parce que ce qu'on compare, c'est la référence. Donc, imagine-toi que la référence, quand je crée color, ce soit A4. Ici, quand je crée saved color, je viens mettre A4 dans saved color, et donc saved color est égal à A4. Et ici, je compare les références. Est-ce que A4 est totalement égal à A4? Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça devient plus intéressant. Si je remplace ici par let, que ici je crée une let saved colors est égal à color, puis qu'ici ce que je fasse, c'est colors est égal à un nouveau tableau, ici, qui contient uniquement red. Si là, je viens faire le console log de saved color et de colors, tu comprendras assez rapidement que cette fois, les variables sont différentes. Saved color contient blue, white, yellow et colors contient red. Si j'essaie de comparer leurs deux valeurs, saved color complètement égal à colors et que je console log, on peut voir que c'est false. Parce qu'ici, je viens de modifier la référence et quand je fais ça, c'est comme si ici c'était A4. Donc là, je copie A4 avec A4, mais là,
je viens de modifier la référence parce que là, c'est comme si j'avais créé une nouvelle référence avec B5 et cette nouvelle référence contient un wed. C'est ce que je te montre ici. Si ici je fais name est égal à 1, 2, 3, alors qu'avant c'était let name est égal à notre nom, et ben en fait ici, notre code il vient modifier la référence. L'ancienne référence, on peut le voir ici, c'était A3, et la nouvelle référence, ça devient B8. Et donc tu peux voir que name, maintenant, au lieu de pointer sur la maison qu'on avait ici orange, et ben maintenant elle pointe sur la maison ici rouge avec 8 est égal à name. Et on vient de modifier la référence de notre objet. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'avec les types de références, et ben quand on utilise const, on vient bloquer la maison. Alors qu'avec let, la maison, elle peut changer. L'adresse peut changer. L'adresse liée à la variable peut changer. Ce qui fait que la grande différence ici, c'est qu'avec const, on ne peut pas changer d'adresse. Mais dans les deux cas, on peut toujours modifier les propriétés qui sont contenues dans notre maison. Voilà pour les types de données. Et maintenant, on va s'intéresser aux conditions. Les conditions sont composées de if, else et switch. Ces conditions, ils vont pouvoir nous permettre d'exécuter des choses dans notre code en fonction de variables, de paramètres, etc. On aura aussi les opérateurs avec double égal, triple égal, plus petit que, plus grand que, plus grand ou égal et plus petit ou égal. On va pas s'attarder trop longtemps sur les conditions, c'est un concept compliqué mais simple à la fois. Les conditions avec le mot-clé if et else représentent ceci. C'est qu'on va afficher une condition et cette condition elle va soit être vraie ou faux. En fonction de si c'est vrai ou faux, si c'est vrai, on va aller dans le bloc du if et si c'est faux, on va aller dans le bloc du else. En sachant que quand je parle de bloc, c'est ce qui est défini par les accolades. Ici, il y a une accolade ouvrante et une accolade fermante et entre les deux, ça représente un bloc et c'est le bloc qui va être exécuté dans le cas où la condition est vraie ou dans le cas où la condition est fausse. Il y a deux types de conditions, les conditions implicites et les conditions explicites. Ici, si je crée une variable username qui s'appelle Melvin, ici, je pourrais faire une condition username.length. Length, ça va nous donner la taille de la string ici qui est Melvin. Juste pour te montrer rapidement console.log username.length. Tu peux voir qu'ici, quand je lance, ça m'affiche 6 parce que mon prénom Melvin contient 6 caractères. Si ici, je fais if username.length, je vais pouvoir afficher console.log length is positive, else console.log length is negative. Ici, quand je vais lancer le script, on peut voir que length is positive. Si ici, j'appelle ça une condition implicite et pas explicite, c'est parce que ici, qu'est-ce que ça renvoie à username.length? La réponse, c'est que si ici j'affiche length de point username.length, on l'a vu, ça renvoie 6. Mais alors pourquoi est-ce que 6 est true? Pourquoi est-ce qu'il est truly? En fait, en JavaScript, il y a la notion de trucy. Je ne sais pas très bien prononcer, excuse-moi. C'est que ici, on va avoir des valeurs qui vont être considérées comme true, comme vraies en JavaScript, si elles sont utilisées par exemple dans un if. C'est-à-dire que if true, if objet, if ceci, if 42, if string, etc. Tout ça, c'est considéré comme vrai. Ce qui est intéressant ici, c'est le quatrième, if 42. Nous, dans notre cas, ce qu'on fait, c'est if 6. Et toutes les valeurs qui ne sont pas égales à 0, en fait, ils sont considérés comme truly. Contrairement au falsy, et falsy, ça représente beaucoup moins de valeurs. C'est nul, undefined, false, not a number, 0, moins 0, 0 and being int, string vide ou document.all. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous, vu que c'est pas 0, c'est considéré comme vrai. Et tu vois qu'ici, la conversion, elle est implicite. C'est-à-dire que, il faut connaître ce que je viens de te dire pour comprendre. Alors que si on voudrait vérifier explicitement que la length est positive, je pourrais faire username.length est supérieur à 0. Et donc là, quand je fais ça, username.length est supérieur à 0, si ici j'affiche la condition username.length est supérieur à 0, tu peux voir que dans le deuxième cas ici, condition c'est true. Et donc ici, quand je viens faire username plus grand que 0, c'est true, donc on va rentrer dans la condition si c'est vrai. Et donc là, c'est explicite du fait que j'ai envie que ce soit vrai, vu que je viens d'utiliser un opérateur. Et cette conversion explicite nous amène justement sur les opérateurs. Ici, on vient d'utiliser l'opérateur plus grand que. Mais en fait, il y a pas mal d'opérateurs. On pourrait aussi utiliser l'opérateur complètement égal
à Jean. Et donc ce que je fais ici, c'est que si username est totalement égal à Jean, et ben ici je vais pouvoir afficher username equal Jean. Et donc là, si je lance le script et que je t'affiche la condition ici, normalement tu devrais réussir à deviner qu'est-ce que va être la console log qui va s'afficher. Évidemment, username not equal Jean, parce que le triple égal n'est pas validé. Mais alors, quelle est la différence avec le double égal? Eh ben, cette fois, on va venir écrire la variable âge et on va mettre ici 42. Et dans notre variable âge, maintenant, length n'existe plus et on va afficher comme condition âge est triplement égal à la string de 42. Et donc là, on est en train de faire un truc étrange, on est en train de comparer un number à une string. Est-ce que d'après toi, on va afficher ici la première condition ou la deuxième condition? Eh ben, la réponse, c'est que l'âge n'est pas égal à la string de 42. Et ça, c'est parce qu'on utilise le triple égal. Et le triple égal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier les variables telles quelles. Et si le type n'est pas le même, donc ici, on compare un nombre à une string, on va avoir une erreur. Alors qu'avec le double égal, tout est différent. Le double égal, il vient transformer les types en un type équivalent. Vu qu'ici, j'utilise number, eh ben, il va transformer 42 en number. Et donc, tu vois que là, quand je lance mon script, la condition, elle passe true. Parce que ce que va faire JavaScript, quand il va voir le console log double égal 42, eh ben, il va venir transformer la partie ici, 42 en number. Et tu vois que si ici, je fais âge equal number de âge, et que je lance le script, eh ben, tu vas voir que 42 est bien égal à 42. C'est pour ça que ça nous affiche que c'est une égalité. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce double égal et ce triple égal. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu utilises double égal, eh ben, ça va essayer de transformer les types des deux côtés dans le même type. Ici, c'est des numbers. Des fois, ça transforme en booléen ou autre valeur. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il faut toujours utiliser un triple égal. Maintenant qu'on a vu ça, on peut voir que ici, not equal string 42, et là, on va rentrer dans le bloc du else. Ce qui est intéressant avec le bloc du else, c'est qu'on va pouvoir faire un bloc sur une seule ligne. Tu vois qu'avant, je t'ai parlé de bloc. Donc ici, j'écris un bloc. L'avantage d'un bloc, c'est que je vais pouvoir faire plusieurs instructions. Par exemple, I'm on the else. Et tu vois qu'ici, ça m'affiche bien I'm on the else et âge not equal string 42. Mais je peux aussi supprimer le bloc. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, regarde bien. Donc là, j'ai supprimé le bloc et j'ai sauvegardé. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que on a affiché le I'm on the else, mais aussi celui-là. Mais en fait, dans tous les cas, on affiche celui-là. C'est-à-dire que même si ici, j'affiche complètement égal à 42, donc ici, c'est true, hein, et ben là, tu peux voir qu'on arrive à âge equal string 42, mais dans tous les cas, on affiche celui-là. Parce que quand on enlève le bloc, et ben on va lire une seule instruction. Et ici, la seule instruction, c'est le console log qu'on a juste ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mélanger le if et le else en utilisant else et ici en rajoutant un if. Et par exemple, je pourrais faire if âge est supérieur à 10. Et là, rajouter un bloc. Et donc là, je viens de concaténer le bloc du else et le bloc du if. Et ici, je peux faire console.log âge supérieur à 10. Et donc là, si je console log, eh ben on peut voir que ça m'affiche âge supérieur à 10. Mais ce que je viens de faire ici, c'est comme si j'avais créé un bloc ici. Tu vois que là, c'est la syntaxe entière, ça a exactement le même résultat. Et ça, c'est comme si je viens concaténer les deux syntaxes et que du coup, j'affiche âge supérieur à 10. Ce qui nous permet de rajouter un troisième else et de faire console.log âge final else par exemple. Et donc là, tu vois que si je mets âge est égal à 0 et que je console log, on va avoir le final else. Dans les opérateurs, j'ai oublié de le montrer, mais il y a aussi le pas égal. Quand tu utilises un point d'exclamation, on va vérifier si c'est pas égal. Et ici, est-ce que âge n'est pas égal à string 42? Oui, c'est pas égal. C'est pour ça qu'ici, on affiche âge equal string 42, qui est la log qui est juste ici. Et ici, c'est ce que je t'ai montré ici. Donc, il y a la condition. Si c'est vrai, on rentre dans le if. Si c'est faux, on rentre dans le else ou on continue le code s'il n'y a pas de else. If variable est totalement égal à 10, c'est comme si je dis si la variable est totalement égale à 10, comme je viens de le faire ici. Mais on peut inverser cette condition en faisant if variable n'est pas égal à 10. Et donc là, ce sera vrai si la variable est tout sauf égal à 10. Et si la variable est totalement égale à 10. Finalement, il y a les opérateurs que je t'ai montrés, donc triple égal, triple pas égal, double pas égal, plus petit que, plus grand que.
Ensuite, on peut les mélanger pour faire plein d'opérateurs. Et il y a un deuxième type d'opérateurs, c'est les opérateurs logiques. Et ou. Je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo parce que ça va rajouter beaucoup de temps. Et on est déjà bien avancé, mais dans la description, tu trouveras un cours qui contient ici les conditions. Et dans ces conditions, on parle évidemment bien plus tard de nos opérateurs logiques ou avec par exemple des quiz que tu vois juste ici et ici qui nous permet un peu de réviser tout ce que j'ai vu dans la vidéo. On va passer au dernier sujet de cette vidéo, les fonctions. Un script JS, tu peux l'imaginer comme un bloc qui contient des blocs qui eux-mêmes parfois contiennent d'autres blocs. Et ce qui nous arrive assez souvent dans un script, c'est qu'il y a plusieurs fois le même bloc qui est répété. Tu peux le voir ici, ici et ici. Imagine-toi qu'on puisse prendre tous ces blocs, prendre un bloc, le déplacer dans un bloc spécifique qu'on va nommer par exemple orange et qu'on puisse partout où on utilisait avant le bloc, c'est-à-dire ici et ici, les supprimer et directement appeler notre orange à la place, comme ceci. Orange, orange et orange. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle en JavaScript une fonction. On a pris un bloc de code qu'on avait et maintenant on l'a déplacé à l'extérieur et chacun de ces appels va venir rappeler notre fonction orange qui est juste ici. C'est ce qu'on va s'intéresser dans cette dernière partie de vidéo, c'est les fonctions JavaScript. Concernant la syntaxe des fonctions, il y a deux types de syntaxe, arrow et regular. Pour créer une regular function, qui est la syntaxe la plus courante, la plus simple quand on débute, on utilise le mot-clé function. Et ici, par exemple, je vais la nommer justement orange, comme on l'a vu juste avant. Et à l'intérieur, ici, tu vois que j'utilise encore une fois une accolade. Et une accolade ici, ça va correspondre à un bloc. Et ce bloc va être exécuté quand on appelle la fonction orange. Tu vois qu'ici, dans ce bloc, je vais pouvoir, par exemple, afficher console.log orange et un autre console.log, par exemple, orange plus Melvin. Ça, je te l'ai pas montré parce que je peux pas tout te montrer en une heure, mais on peut additionner des strings afin de créer une nouvelle string qui contient les deux autres strings. Et pour simplifier la chose, ici, je vais créer une variable avec le mot orange en faisant let's, par exemple, n est égal à orange. Et ici, je vais pouvoir console.log n et une fois n plus Melvin. Voilà pour voir un peu des trucs cool. Ici, je vais lancer index.js et tu vois que ça a appelé orange et orange Melvin. Ok, pour l'instant, rien d'anormal. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ce bloc de code, ici, je vais pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits. Tu vois qu'ici, j'affiche un petit séparateur et je rappelle orange. Et tu vois qu'ici, ça appelle orange Melvin et ça rappelle orange Melvin une deuxième fois. Et en fait, je peux le faire autant de fois que je veux maintenant, comme ceci, et je vais pouvoir rappeler orange Melvin, orange Melvin, orange Melvin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut évidemment faire plus que juste les appeler comme ça, on va pouvoir leur passer des paramètres. Effectivement. Et si à la place de n ici orange, j'affichais directement un paramètre qu'on prend ici. C'est-à-dire que ici on va supprimer le name et on va afficher n à cet endroit. Et n, ça devient ce qu'on appelle un paramètre. Et je vais le renommer en faisant clic droit, rename symbol, et on va l'appeler un parameters. Et maintenant, ce parameters, on va pouvoir passer un paramètre à notre fonction. Tu vois que si ici je lance le script, ça affiche undefined, undefined, undefined un peu partout, c'est pas très beau. Et c'est normal parce que ici je vais pouvoir passer des variables comme orange ou l'emoji orange comme ceci ou même un emoji orange comme ceci. Évidemment, vu que c'est une fonction orange, autant lui passer que des trucs orange. Et tu vois que maintenant, quand je fais node-index.js, on a le premier qui affiche orange parce qu'on l'a écrit juste ici. On a le deuxième qui affiche l'emoji orange avec Melvin comme on l'a fait juste ici. Et on a le troisième qui affiche l'emoji qui représente une orange, le fruit, qui affiche juste ici. Et tu vois qu'ici, j'ai un bout de code que je vais pouvoir réutiliser à plusieurs endroits qui va me permettre d'avoir un code plus maintenable, plus réutilisable, etc. Bon, de base, je voulais te parler des syntaxes de fonctions. C'est pour ça que ça, c'est la première syntaxe de fonction qui s'appelle des regular functions. Mais on va pouvoir modifier cette fonction en utilisant des arrow functions très simplement en faisant const orange. Et là, à la place de direct appeler notre parenthèse, on va faire égal. Et donc là, c'est comme si j'écrivais une variable normale. Tu vois qu'ici, je pourrais afficher orange et c'est la fin. Tu vois, j'ai déclaré une variable. Mais ici, en fait, on va faire en sorte que cette variable soit égale à une arrow function. Et en fait, ce qu'on appelle une arrow function, ça représente uniquement ce qui est juste ici. Et pourquoi on appelle ça une arrow function? Parce que le caractère que tu vois juste ici représente ce qu'on pourrait nommer une arrow ou une flèche
qu'on voit juste ici. Et ici, si je lance le script, il n'y a rien qu'à changer, juste la syntaxe. À noter que les deux syntaxes ici réagissent différemment dans certains cas pour certaines choses. Je ne vais pas m'attarder ici sur ce sujet, mais tu retrouveras sur ma chaîne YouTube une vidéo qui l'explique. Maintenant, c'est bien joli notre fonction orange, mais elle sert un peu à rien. Faisons une fonction qui sert vraiment à quelque chose. Par exemple, le plus simple, on va renommer notre fonction en faisant clic droit, rename symbol, et on va l'appeler add. Et ici, on va prendre deux paramètres. On va pouvoir prendre un premier paramètre A et un deuxième paramètre B. Et on va pouvoir ici, console.log, A plus B. Et maintenant, je vais pouvoir, à chaque endroit où je l'appelle, ici, faire add, par exemple de 5 et de 10, et ici, add, par exemple, de 99 et de 8. Quand je vais lancer mon script, on peut voir que ça a bien additionné 5 et 10 pour faire 15, et 99 et 8 pour faire 107. Ce qui est un peu dommage ici, c'est que tu vois que là, tout ce que je fais, c'est console log. Mais généralement, en JavaScript, on a envie de manipuler les variables. Par exemple, on aimerait bien additionner finalement le résultat qui émane de cette expression, de cette fonction, à ici, c'est-à-dire faire 115 plus 107. Et pour ça, on voudrait récupérer result1 est égal à notre fonction et const result2 est égal à notre fonction 2. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et pour faire ça, en fait, pour retourner le résultat de notre fonction, tu vois qu'ici, ça marche pas. Hein, ça. Result1 et result2, ils représentent undefined. Et undefined plus undefined, ça fait ce qu'on appelle not a number, c'est-à-dire undefined plus undefined, ça fait un résultat qui n'est pas un nombre. Et pour récupérer le résultat de ce nombre, et ben ici, je vais faire return. Et là, je vais pouvoir faire A plus B. Et en utilisant le mot-clé return, je viens sortir de la condition et directement retourner le résultat de A plus B. Et maintenant, quand je fais node, eh ben, il n'y a plus aucun console log, mais ici, je peux venir faire console log ici de A plus B. Et ici, à la place d'afficher 15, je peux faire result1 et result2. Et maintenant, quand je fais console log, ça affiche bien 122. Donc 122, c'est bien le résultat de 5 plus 10 plus 99 plus 8. Et donc, on a bien réussi à récupérer les variables. Ce mot-clé return, il a une autre particularité, c'est qu'ici, on pourrait modifier cette fonction pour l'appeler divide. Et divide, il va prendre A plus B, il va diviser un par l'autre. Tu vois que si ici je fais 5 divisé par 0, il va se passer un truc un peu dommage. C'est qu'ici, j'utilise la division et là, le résultat, c'est infinity. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que si on regarde result 1, et ben tu verras que sa valeur c'est infinity. Et la raison c'est que A plus B c'est impossible parce qu'une division par 0 c'est impossible. Et donc là ce qu'on voudrait faire c'est rajouter un if. Si B est totalement égal à 0, et ben on va venir retourner 0 parce que nous c'est ce qu'on a envie de faire. Si on va changer la division, si B est totalement égal à 0, je vais retourner 0. Et à ce moment-là, tu vois que cette fois, divide 0, évidemment, ça va refaire 0 parce que 0 divisé par n'importe quoi, ça donne 0, mais cette fois, ça marche. Et ce qui est intéressant avec mon cas là, c'est que ici, je vais faire console.log start divide. C'est comme si on était rentré dans la fonction. Et ici, je vais faire console.log b equal 0, return 0. Et finalement, je vais faire console.log de return A divisé par B. Ici, je vais afficher un petit divider avec plein d'égales. Et là, ce que tu peux voir, c'est que on va commencer la fonction. Donc ici, on arrive et on va faire start divide 0. Tu le vois juste ici. Puis, on arrive dans le if parce que B est égal à 0. Donc, on arrive dans if. Et donc là, on voit B equal 0, return 0. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avant le égal, donc avant la séparation qui est juste ici, on n'affiche pas la suite. C'est parce que ce qui s'est passé, et ce qui se passe avec notre fonction à cet endroit, c'est que dans le cas où B est 0, on va venir s'arrêter dans cette condition. Et cette condition, ça représente un bloc. Et le mot-clé return, il a une action très spéciale, c'est que si on rentre dans ce bloc, on va lire le console log, puis on va lire return 0. Et return, ça va retourner le résultat à notre variable. C'est-à-dire que tout le reste du code, une fois qu'on a lu return, il est supprimé, on ne va pas lire la suite. C'est ce que je t'ai schématisé juste ici. Le return, il vient vraiment retourner, on vient sortir de la fonction à chaque fois qu'on utilise. C'est-à-dire que ici, si operator est égal à 1, on retourne addition et c'est fini. Opérateur égal à 2, on retourne addition et c'est fini, etc., etc. Et ça, c'est un concept très important à comprendre, c'est que vraiment, ce return vient mettre fin à la fonction. Et ici, on peut le voir parce que si ici, j'appelle return A, tu peux voir que toute la suite du code, il devient grisé. Et si je passe ma souris dessus, ça m'affiche unwishable code detected. C'est-à-dire que ce code ne pourra jamais être lu par JavaScript. Effectivement, parce que je retourne A dès le départ. Et donc là, tu peux voir que si je fais node, ce qui se passe, c'est que
bah, j'affiche tout simplement 5 parce que ici, result, eh ben, on va prendre A, donc c'est 5, et là 5, et donc on affiche 5. Et donc ce mot-clé return est vraiment super important. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir avec les fonctions, mais moi je vois sur mon timer qu'on est à la fin de la vidéo, et donc tu vois qu'ici il y avait encore pas mal de choses que je présente dans le cours qui est juste en description. Tu vois qu'ici il y a la syntaxe des fonctions, où on va voir la différence de la syntaxe des fonctions, et le return qu'on voit juste ici, et c'est un sacré long cours. Tous ces cours, ils sont totalement gratuits et ils sont assez accessibles dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu en as appris un maximum. C'est très dur comme channel de te présenter JavaScript en 1 heure, mais je t'ai franchement montré énormément de choses et tu es prêt pour commencer tes premiers scripts. Le meilleur moyen d'apprendre, si tu veux le faire tout seul, c'est de créer des projets. Donc je t'encourage à créer un premier script, par exemple une calculatrice, ou un deuxième script, par exemple le jeu Guess the Number. Tu vois que je te montre juste ici qu'est-ce que ça donne. Ces jeux-là, c'est exactement ce que je fais dans le cours Begin JavaScript, que tu peux retrouver dans la description. Ça va te permettre de beaucoup plus pratiquer, de beaucoup plus tester avec une plateforme interactive que j'ai codée de A à Z en JavaScript. J'espère vraiment que tu vas apprécier ces cours dans la description. Je te laisse les regarder et n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à mettre un j'aime si tu as apprécié. Désolé pour cette sorte de pub, mais ces cours gratuits que je t'offre ont tellement plus de valeur que cette vidéo YouTube parce que tu vas pouvoir pratiquer et tout que c'est pour ton bien que je fais ça, c'est pas pour ton mal, ne t'en fais pas. Donc, je te laisse regarder ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu verras, je parle pas mal de choses. À très bientôt. Ciao, ciao. Une vidéo